Avec un dispositif bien sûr à nul autre pareil pour vous faire vivre cette dernière soirée électorale de la présidentielle bien sûr, puisque suivront ensuite les législatives, mais sur BFM TV, chaîne présidentielle, de toutes les manières, l'ensemble de la rédaction est mobilisée pour vous faire vivre d'abord la France qui vote à travers les différents bureaux qui fermeront à 19h et à 20h bien sûr. Nous serons dans tous les quartiers généraux des candidats, des deux candidats. Nos éditorialistes sont là aussi pour analyser ce scrutin, ses conséquences, parce que c'est une deuxième campagne électorale qui va démarrer précisément à 20h01. Mais tout de suite, un chiffre, une estimation. C'est l'estimation de la participation à 20h de ce second tour de l'élection présidentielle avec vous, Bernard Sananès de l'Institut ELAB. Oui, l'estimation que nous réalisons pour BFM TV s'élève à une participation à 20h qui serait de 74%. 74%, c'est moins qu'il y a 15 jours. Et c'est très rare par rapport au second tour de l'élection présidentielle. C'est moins qu'en 2012. Et c'est moins également qu'en 2002 où il y avait eu plus de votants entre les deux tours. Moins de 3/4 des électeurs se seraient donc rendus aux urnes. Ça veut dire qu'il y a 35 millions de votants. On verra avec attention dans la soirée également le nombre de bulletins blancs et nuls qui dira aussi quelque chose sans doute très fort vis-à-vis de la déception à l'égard de la politique. Et nous affinerons bien sûr cette estimation de la participation d'ici 20h pour comprendre, comme le disait Bernard, les enjeux. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est la manière dont les deux camps vont vivre cette soirée électorale, cette soirée présidentielle, en commençant par Mathieu Coache qui suit la soirée pour Emmanuel Macron. Mathieu, vous êtes sur l'esplanade du Louvre où les partisans d'Emmanuel Macron se rassembleront ce soir en cas de victoire, bien sûr, Mathieu. Oui, on est encore en plein préparatif ici sur l'esplanade du Champ de Mars qui n'est pas encore ouverte au public. Fin des tests son en ce moment et la musique que vous entendez peut-être derrière moi, eh bien c'est la musique qui a servi à faire les entrées de scène sur scène d'Emmanuel Macron pendant toute sa campagne au début de ses meetings et visiblement c'est la musique que l'on entendra aussi ce soir lorsqu'il montera sur cette scène derrière moi. Test son aussi parce qu'Emmanuel Macron pourrait être précédé par des invités musicaux. On parle du groupe Magic System notamment autour de cette scène. Vous les voyez aussi des écrans géants pour suivre les résultats dans un premier temps dès 20h. Au moins 10 000 personnes sont attendues ici en espace limité. Puis la prise de parole d'Emmanuel Macron qui elle est prévue quel que soit les résultats vers 21h30 avec sûrement un peu de retard. Discours court d'une dizaine de minutes. Emmanuel Macron qui veut donner beaucoup de solennité à ce moment et qui devrait être seul sur scène pendant sa prise de parole. Son épouse et ses proches le rejoindront peut-être à la fin. Au total, il ne devrait passer qu'environ 45 minutes ici au Louvre avant de retourner plus tard à son quartier général. Le Louvre qui n'était pas le premier choix d'Emmanuel Macron et son équipe qui souhaitait se retrouver au Champ de Mars. Beaucoup plus grand, beaucoup plus de monde aurait pu être présent. L'autorisation a été refusée par la mairie de Paris. Le résultat, c'est tout de même une très belle photo avec cette scène juste devant la pyramide du Louvre. Photo qui servira à représenter la France, notamment à l'étranger, puisque plus de 1000 journalistes étrangers ont été accrédités pour cette soirée. Ouverture au public prévue à 19h, dans une heure donc maintenant. Donc avec Mathieu Coache à l'esplanade du Louvre en direct pour BFM TV. Voilà pour le camp Emmanuel Macron. En ce qui concerne Agathe Lambré, elle se trouve au quartier général de Marine Le Pen. Quel dispositif pour la candidate qui représente les chances du Front National, Agathe Lambré? Écoutez, pour l'instant, Marine Le Pen est encore dans son QG de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle ne devrait plus tarder à partir. La candidate qui réunissait son comité stratégique pour une ultime réunion avant l'annonce des résultats. Autour de la table, notamment David Rachlin, son directeur de campagne, Florian Philippot, le vice-président du parti, Nicolas Bell, secrétaire général, ou Louis Alliot, son compagnon, notamment, que nous avons vu arriver. Sa garde rapprochée pour faire un dernier point sur la stratégie à adopter pour l'après. Sur le discours aussi qu'elle prononcera ce soir devant ses militants, un petit groupe qui a aussi commencé à analyser les premières remontées du terrain. Marine Le Pen rejoint également par Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont, et son adjoint Bruno Bilde, deux figures locales de son fief du Pas-de-Calais, avec qui elle avait déjeuné à midi après son vote dans son fief du Nord. Marine Le Pen qui est repassée ensuite rapidement chez elle et qui ne devrait plus donc tarder à quitter son QG pour prendre la direction de l'Est
luxe parisien, le Chalet du Lac, près du bois de Vincennes. C'est là, dans cette guinguette de 1500 mètres carrés, qu'elle organise sa soirée électorale. C'est là-bas qu'elle prononcera ses premiers mots devant ses militants, devant aussi plus de 500 journalistes accrédités. Voilà, Agathe Lambré, donc, qui est au quartier général de Marine Le Pen pour BFM TV. Avant de continuer de nous promener en France au bon sens du terme pour voir comment l'on vote, puisque Bernard Salanès nous l'a dit il y a un instant, on a une participation qui est en baisse ce soir. Un petit mot avec nos camarades, justement, analystes, éditorialistes, avec qui on a vécu sur BFM TV, avec vous, bien sûr, cette campagne électorale présidentielle, je précise, qui se termine ce soir. Et je le disais, à 20h01, on va entrer dans une autre campagne électorale qui sera celle des législatives. Mais j'ai l'impression que ce soir, que ce soit dans le camp de celui qui va l'emporter ou de celui qui perdra, on est bel et bien conscience de l'enjeu, de ce qui aura été vécu, et on ne voudra, c'est l'impression que j'en ai, pas tomber dans la grandiloquence, que ce soit le vainqueur, et bien peser ses mots aussi pour la personne qui perdra et qui se projettera ensuite dans les législatives. Thierry Arnaud. Oui, la sobriété et la gravité, Alain, je suis d'accord avec vous, seront les deux mots-clés de la soirée. Il faut savoir qu'on va vivre une soirée électorale qui va être totalement atypique pour plusieurs raisons. D'habitude, une soirée électorale au deuxième tour de la présidentielle, c'est une forme de résolution. Il y a un vainqueur, un vaincu, et cette résolution nous donne une visibilité supplémentaire sur l'avenir politique du pays. Et c'est aussi le début d'une histoire pour celui qui a gagné et la fin d'une histoire pour celui qui a perdu et qui, le plus souvent, arrête là son parcours politique, même si parfois c'était le cas de Nicolas Sarkozy en 2012. On s'aperçoit que l'interruption n'est que finalement que momentanée. Mais rien de tout ça va ne se passer ce soir. On n'aura pas de résolution, quel que soit le vainqueur. On n'y verra pas forcément plus clair en raison du suspense qui règne sur les législatives, sur la suite, l'avenir politique du pays, la composition du paysage politique. Et naturellement, ni pour l'un ni pour l'autre, quoi qu'il arrive ce soir, il n'y aura la fin d'une histoire. Emmanuel Macron, Marine Le Pen l'ont déjà dit, s'ils perdent l'élection présidentielle, ils continueront leur combat politique. Hervé Gattegno. Ils le continueront d'autant plus que nous sommes dans une phase d'incertitude sans précédent, au fond, sous la Ve République. Jamais on n'a vu le final d'une élection présidentielle avoir apporté aussi peu de réponses sur la suite. Dans un cas comme dans l'autre, quel que soit le vainqueur de ce soir, de très nombreuses questions, d'immenses questions sont posées sur leur capacité respective à gouverner le pays, à composer un gouvernement équilibré, à constituer une majorité, à répondre aux questions que se pose l'ensemble des Français et à réconcilier ces Frances différentes, ces morceaux du pays qu'on a vu s'exposer devant nous au soir du premier tour. Tout ça, ce sont des défis incroyables et la campagne, ni la campagne d'Emmanuel Macron, ni la campagne de Marine Le Pen n'ont réellement permis de savoir comment ils apporteraient les réponses à ces questions. Oui, parce que rappelons que dans ce scrutin, quand même, le fait marquant qui est historique sont les partis traditionnels qui sont arrivés au pouvoir à chaque fois depuis le début de la Ve République, qui ont été éjectés. Mais comme le disait Hervé Gattegno, le premier mot du nouveau président de la République ce soir, ou de la présidente, c'est en général de dire « je serai le président de tous les Français ». Mais jamais le défi, dans ces quelques mots, n'aura été aussi important, Routel Krief. Certainement, puisque les deux offres étaient nouvelles. Les deux offres, celle de Marine Le Pen, qui n'a jamais exercé le pouvoir, son parti qui s'est enraciné ces dernières années, mais seulement ces dernières années, par des élections locales, régionales, départementales, municipales, etc. Et puis le parti d'Emmanuel Macron, qui également constitue une toute nouvelle offre, puisque son parti est né il y a un an, et le personnage par lui-même, qui a fait irruption sur la scène politique, et de quelle façon, pour arriver au deuxième tour, qui représente en lui-même une nouvelle offre. Mais je voudrais insister sur le fait que ce soir, ça n'est pas seulement aux Français que s'adressera le nouveau président ou la nouvelle présidente. Ils s'adresseront l'un ou l'autre, quel qu'il soit, au reste du monde, parce que notre élection a été examinée dans le monde entier. Et il faut voir le nombre de correspondants étrangers qui ont sillonné la France et qui ont écouté, qui ont été au meeting, interviewé les candidats. Aujourd'hui, il y a un enjeu en France, c'est-à-dire que si Marine Le Pen l'emportait ce soir, on pourra considérer qu'après Donald Trump et le Brexit, c'est la suite en quelque sorte de ce mouvement qui se poursuit, de refus de l'Europe, populisme, et si Emmanuel Macron l'emportait ce soir, ce serait peut-être un signe donné au reste du monde du début du reflux de cette vague éventuelle, du début de la riposte, entre guillemets, de la reconquête, même si les Pays-Bas et l'Autriche, avant la France, auraient donné déjà ce signal. Mais la France est un très grand pays qui est examiné de très près, et donc ce soir,
en fonction du résultat, si c'est Marine Le Pen, on dira, eh bien, il y a effectivement une offre politique qui s'enracine dans le monde entier et la France également. Et si c'est Emmanuel Macron, en Europe, il y aura une autre interprétation et peut-être un nouveau souffle à l'ensemble de l'Europe, puisque ça a été une des questions principales de la campagne, il ne faut pas l'oublier. Un repère politique pour l'ensemble du monde. Certainement. Laurent Neumann. En réalité, pourquoi tout le monde attend avec autant d'impatience et d'anxiété le résultat de ce soir, c'est que cette campagne présidentielle, elle est incomparable. On ne peut pas la comparer à une autre campagne. Et bien sûr, il y a eu tout ce qui s'est passé avant le premier tour, mais même cet entre-deux tours est en soi incomparable si on regarde tout ce qui s'est passé. Et donc, à la minute près où l'on connaîtra le nom du président ou de la présidente de la République, tous les regards seront braqués en France, et Ruth le disait, à l'étranger, et chaque instant, chaque moment va être absolument scruté. On va regarder les premiers mots du futur président ou de la future présidente, on va regarder les premières images, on s'attachera même peut-être à la météo, tant ça avait été important, souvenez-vous, il y a 5 ans, mais on regardera tous les mots, tous les signaux entre ce moment précis de la victoire et le moment de la passation de pouvoir qui devrait avoir lieu, parce que bizarrement, tous les mots, toutes les images feront sens politique. Et justement, cette France qui vote, on va la retrouver du côté des Bouches-du-Rhône, du côté de Marseille, avec Perrine Baglan en direct pour BFM TV. Cette France qui vote, certes, mais qui aura peut-être du mal à dépouiller ce soir, parce que là où vous êtes, à Marseille, Perrine, on risque de manquer d'assesseurs. Tout à fait, c'était une problématique qui s'est imposée ici dans la cité phocéenne. Il a fallu recruter plus de 800 agents municipaux recrutés par la mairie, puisque les militants à la fois socialistes et républicains nous l'ont confirmé. Ça a été particulièrement compliqué de rassembler de bonne volonté. Or, traditionnellement, eh bien, ce sont ces deux poids lourds absents de ce second tour des élections présidentielles qui rassemblent le plus de bénévoles. Il a donc fallu faire sans, et parfois avec quelques difficultés, comme en témoigne notamment Roger, qui est l'un des présidents de ce bureau de vote du 11e arrondissement de Marseille. Jusqu'à hier soir, je ne savais pas combien de personnes allaient composer le bureau avec moi. On est 4, bon, c'est juste ce qu'il faut, mais bon, c'est peut-être un peu juste pour faire le dépouillement, parce que le plus gros du travail, c'est après 20h, quand on va ouvrir l'urne. Voilà, donc après, si des personnes veulent venir bénévolement nous aider, sont les bienvenus. À partir de 20h, certaines personnes peuvent venir pour nous aider à dépouiller, parce que là, on va passer à peu près bien 2 heures, le temps de faire le dépouillement, de recompter les émargements, et après de faire le procès verbal. Voilà, et après, moi, en tant que président, bien sûr, je dois aller porter les résultats au centralisateur. Un magistrat délégué par le Conseil constitutionnel est venu ici même dans ces 3 bureaux de vote vérifier que le scrutin se passe sans accroc. Il a par exemple vérifié que les électeurs rentraient bien dans les éloirs, qu'il y avait un nombre suffisant de bulletins. Il a également relu les procès-verbaux et surtout, ce magistrat semble avoir insisté sur l'un des respects des règles du code électoral, à savoir 4 personnes présentes derrière l'isoloir, dont 2 en permanence pendant les opérations électorales, à savoir quand un électeur glisse son bulletin dans l'urne. Et pour le moment, les quelques 500 000 électeurs marseillais sont peu nombreux à s'être déplacés aux urnes, puisque le taux de participation à 17h faisait état d'une chute de la mobilisation, avec un taux de participation bien en deçà de la moyenne nationale, qui s'établissait seulement à un peu plus de 57%. Voilà, Perrine Baglan qui est donc à Marseille en direct pour BFM TV. Des Bouches-du-Rhône, on va remonter du côté de Paris, retrouver Igor Saïri cette fois. Il se trouve dans le 3e arrondissement. Igor, pour faire un point avec vous, justement, toujours sur cette France qui vote dans la capitale, avec un bureau de vote où l'on continue d'arriver ou pas? Parce qu'à Paris, on vote jusqu'à 20h. Hein. Oui, absolument. Un chiffre, Alain, qui va témoigner de la mobilisation relativement forte ici dans ce bureau 13 du 3e arrondissement de Paris. 69% des électeurs à 17h se sont mobilisés, sont venus effectuer leur devoir de citoyen. C'est environ 4 points de plus que la moyenne nationale. On s'achemine donc, me disaient les assesseurs, vers un chiffre plutôt proche du premier tour, entre 85 et 90% de participation.
Ce que l'on peut dire, ce que l'on peut ajouter, c'est que le flux a été sans discontinu ici dans ce bureau du 3e arrondissement. Pas vraiment de temps mort dans ce bureau. Les électeurs continuent d'affluer. D'ailleurs, ils ont jusqu'à 20h, vous l'avez dit, pour le faire. On peut noter aussi une augmentation du nombre de procurations par rapport au premier tour. Et puis, c'est un arrondissement à Paris qui est celui qui a voté le plus pour Emmanuel Macron, 45% au premier tour, loin devant Marine Le Pen qui n'avait récolté qu'un peu plus de 3% des suffrages. Voilà, Igor Saïri, donc à Paris, dans le 3e arrondissement. Et justement, cette participation, plutôt cette abstention, on va en parler avec Bernard Sananès, président de l'Institut. Et là, Bernard, parce que quelle est cette France qui s'abstient? Quelle est cette France qui est restée chez elle et qui n'est pas allée voter donc aujourd'hui? Alors d'abord, il y a des choses qui sont des constantes, comme on dit dans notre jargon. Il y a des traditions historiques. Par exemple, on vote beaucoup en Bretagne, on vote beaucoup en Sud-Ouest, on vote moins dans les territoires du Nord-Est, en Lorraine, dans les Hauts-de-France, par exemple. Ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose, c'est qu'on va voir ce soir si c'est cette fracture que l'on avait observée dans les résultats du premier tour, elle se retrouve dans la carte de l'abstention. Et on va regarder notamment dans les bastions de François Fillon, dans les bastions de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que l'abstention a augmenté ou pas entre les deux tours? Est-ce que ces candidats, ces électeurs qui se sentent orphelins de leurs candidats, ont trouvé satisfaisante l'offre électorale? Est-ce qu'ils se sont portés sur l'un ou l'autre des candidats, ou est-ce qu'ils ont préféré s'abstenir ou voter blanc ou nul? Et quand on aura le détail de cette participation, alors on comprendra bien ce qui a fait le résultat. Et pourtant, tout au long de cette campagne électorale que vous avez disséquée avec nous, avec les thèmes, les domaines dans lesquels les Français voulaient s'exprimer, on avait senti une véritable envie. L'immigration, l'insécurité, le chômage, l'économie, qui étaient les thèmes principaux. Donc on avait des Français très intéressés par la campagne, qui s'en étaient appropriés les thèmes et qui, à ce deuxième tour, ont eu un effet de recul un peu. J'allais dire intéressés par la campagne et puis aussi conscients de l'importance de la fonction présidentielle. Et ça, c'est très atypique, c'est très particulier à la France. On sait qu'en France, on attend tout du président de la République. Mais peut-être que cette campagne a déçu et qu'elle a peut-être déçu, notamment dans l'entre-deux tours. C'est vrai que le débat, sans juger la performance de l'un ou de l'autre, a été jugé globalement décevant. Par ailleurs, sur l'offre électorale, on savait, c'était un sondage que Elab avait réalisé au lendemain du premier tour pour BFM TV, il y avait moins d'un Français sur 3 qui étaient satisfaits de cette offre électorale. Et puis, dans le chiffre de l'abstention qui est élevé, on le sait, c'est la deuxième plus mauvaise participation sous la Ve République, il y a incontestablement aussi un vote de crise qui s'exprime, un vote d'insatisfaction vis-à-vis des politiques conduites depuis 10 ans dans les 2 derniers quinquennats. Vote de crise, vote d'insatisfaction, d'où les premiers pas, les premiers jours du président qui seront importants parce qu'à ce moment-là, il enverra un message fort aux Français qui ont voté pour lui ou pas. Bien sûr, il y a d'abord la solennité du moment, il y a l'importance de cet élan qui sera donné pour le président ou la présidente, cet élan qui sera très important. Vous savez, on dit souvent qu'il y a un état de grâce. Cet état de grâce, il naît aussi un peu des premiers jours de l'exercice du pouvoir. Et puis ce soir, c'est un peu le premier meeting de la campagne des législatives. Ce soir, on va aussi voir quels sont les signes qui seront annoncés par le vainqueur de ce soir pour donner justement de l'impulsion à ces candidats. On l'a dit, que ce soit la victoire d'Emmanuel Macron, que ce soit la victoire de Marine Le Pen, ils ne sont quasiment pas représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bernard Sananès, que l'on retrouvera donc tout au long de la soirée. C'est sur vous que l'on compte tout à l'heure à 20h, Bernard, pour l'estimation, pour celui ou celle qui sera président de la République. Bien sûr, rendez-vous à 20h. À 20h, à partir des premiers bulletins dépouillés, dès que les bureaux auront fermé à 19h. Et pour prendre le pouls, justement, l'atmosphère dans chaque camp, nous allons du côté du Chalet du Lac retrouver Nicolas de la Barrère pour BFM TV. Chalet du Lac, c'est là que Marine Le Pen et ses partisans passeront la soirée à partir de 20h, peut-être même avant. Ils vont arriver d'ailleurs, Nicolas. Oui, exactement. La soirée électorale est en train de commencer tout doucement. Le DPS, le service de sécurité du Front National, vient de faire rentrer il y a un quart d'heure environ les premiers invités et les journalistes qui le souhaitent. Marine Le Pen, elle, est attendue un petit peu avant 20h. Elle passera donc cette soirée ici en bordure du bois de Vincennes. En cas de victoire comme en cas de défaite, cette salle qui dispose d'un restaurant, d'une véranda, de salons, de terrasses, a une capacité de 1400 invités. On imagine
imagine donc bien sûr qu'en cas de victoire, la fête déborderait largement autour du bâtiment dans le bois de Vincennes. Nous sommes ici juste à côté de Saint-Mandé, une commune cossue de la banlieue est de Paris. Le dispositif de sécurité est déjà impressionnant avec des dizaines de fourgons de policiers stationnés dans les rues aux alentours, des barrières un petit peu partout pour aiguiller les gens qui arrivent, et puis le DPS, donc le service de sécurité du Front National, qui filtre les entrées, qui s'occupe des palpations, de la fouille du matériel. Il a donc commencé à faire entrer les premiers invités. On attend maintenant l'arrivée bien sûr de Marine Le Pen, mais quoi qu'il arrive, cette soirée se finira en privé puisque les journalistes sont censés quitter les lieux à 22h. Donc le Chalet du Lac, et nous allons retourner en plein cœur de Paris dans un instant. Chalet du Lac donc pour les partisans de Marine Le Pen, et nous allons retrouver cette fois-ci Jérémy Trottin qui est au quartier général d'Emmanuel Macron. On a vu l'image de l'épouse d'ailleurs, Jérémy, d'Emmanuel Macron, qui est en train d'arriver sur place. Oui, en effet. Puis il y a pas mal de passages ici devant ce quartier général de campagne d'Emmanuel Macron. On vient de voir également le sénateur républicain Jean-Baptiste Lemoyne ou encore la chiracienne Anne-Marie Idrac. Ils viennent sans doute passer une tête, comme on dit, pour aller voir Emmanuel Macron, qui est ici présent depuis maintenant plus de 2 heures. Et c'est d'ici qu'il travaille seul sur la préparation de son discours, de ses différents discours et de ses différentes versions également. Bien sûr, une version en cas de victoire, une autre en cas de défaite. Et c'est également ici de son quartier général de campagne qu'il suivra à 20h pétantes les résultats de cette présidentielle, avec à ses côtés un certain nombre de proches collaborateurs, mais aussi des élus comme François Bayrou, Gérard Collomb ou encore Christophe Castaner, mais aussi ses proches, son père, sa mère, son frère ou encore Brigitte Macron bien sûr, et ses enfants. 2 discours seront donc prononcés par Emmanuel Macron à l'occasion de cette soirée. Le premier sera une déclaration solennelle ici au quartier général vers 20h45, une déclaration sans lyrisme et politique, nous indique-t-on. Deuxième discours ensuite, cette fois sur l'esplanade du Louvre, un discours plutôt basé sur l'émotion. Jérémy Trottin qui est au quartier général d'Emmanuel Macron en direct pour BFM TV. La France vote, continue de voter. Nous allons en Bretagne retrouver Joanne Portal en direct pour BFM TV. Nous sommes précisément dans le département du Morbihan. La France vote à Guidel, Joanne Portal, avec encore du monde dans les bureaux de vote, ou c'est plutôt une fin d'après-midi, voire un début de soirée tranquille, et vous devez être à un peu moins de 3/4 d'heure de la fermeture, Joanne? Oui, exactement, 3/4 d'heure avant la fermeture du bureau de vote. Mais je peux vous dire qu'ici, dans ce gymnase où sont réunis les 10 bureaux de vote de la commune de Guidel, eh bien, il y a encore une dizaine, une quinzaine d'électeurs qui viennent voter. Et ici, eh bien, à la mi-journée, on a pu vraiment observer, à part à la pause déjeuner, un flot incessant d'électeurs qui se sont beaucoup mobilisés, surtout dans la matinée, puis après en milieu d'après-midi. Et ce matin, avant 8h, avant l'horaire d'ouverture des bureaux de vote, il y avait déjà une trentaine de citoyens eh bien, qui patientaient. Et parmi les électeurs les plus matinaux, eh bien, un certain Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense et soutien de poids d'Emmanuel Macron, qui lui a voté à 8h30 exactement. Alors quant à la participation dans ces bureaux ici de Guidel qui comptent 9000 électeurs inscrits, eh bien, comme au premier tour, on s'est beaucoup mobilisé avec un taux de participation à 18h qui frôle les 79% contre 80% au premier tour il y a 15 jours. À l'échelle du département du Morbihan, la baisse du taux de participation est un petit peu plus nette. On est à 70% de taux de participation à 18h contre 73% à la même heure au premier tour. Il reste donc maintenant 3/4 d'heure aux électeurs qui veulent voter ici à Guidel, et c'est le même horaire dans la plupart des communes du Morbihan. Joanne Portal, donc Guidel, Morbihan, en direct pour BFM TV du Morbihan du côté de la Haute-Marne. Saint-Dizier, nous y retrouvons Virginie Saint-Silly pour, comme on l'a fait à l'instant avec Joanne Portal, Virginie, mesurer ou prendre le pouls de cette France qui vote ou qui a peut-être du mal à se déplacer et à voter, y compris à Saint-Dizier. Écoutez, les habitants continuent à se déplacer puisque 70% de participation dans ce bureau à Saint-Dizier. Et d'ailleurs, 70% de participation en Haute-Marne à 17h. Les habitants donc continuent à venir. Ils se mobilisent depuis ce matin. On les a vus se rendre aux urnes ici à Saint-Dizier dans les 14 bureaux de vote de la ville. On les a également vus à Bayard-sur-Marne, petit village d'un peu plus de 1000 habitants où nous nous sommes rendus avant de revenir ici. Alors il faut savoir qu'au premier tour, ils étaient tout de même plus de 70%.
70%, a participé au scrutin dans ce bureau de vote de Saint-Dizier. Aujourd'hui, c'est bien parti donc pour atteindre à peu près le même taux de participation selon la présidente. Le 23 avril dernier, c'est la candidate du Front National qui est arrivée largement en tête ici à Saint-Dizier avec plus de 35% des voix contre 12 pour Emmanuel Macron. Elle s'est d'ailleurs nettement imposée sur l'ensemble du département de la Haute-Marne puisqu'elle a conquis 33% des citoyens. Emmanuel Macron, lui, a obtenu 18% des suffrages. Virginie Saint-Cy à Saint-Dizier en Haute-Marne en direct pour BFM TV. Cette France qui vote ou qui a peut-être un petit peu de mal à se déplacer, on en a parlé de la participation il y a un instant avec Bernard Sananès. On va continuer bien sûr d'effectuer ce tour de France, de prendre le pouls je vous disais, de cette France dans les bureaux de vote, savoir précisément où on en est avant de revenir vers nos éditorialistes. Quel est notre prochain point de déplacement? Je me tourne vers vous, Gwenaël Vandrestin, qui est du côté de Lyon pour BFM TV. Par rapport à vos deux petits camarades, vous avez du monde derrière vous, mon cher Gwenaël. Oui, il y a un petit peu de monde, tout à fait, aux alentours de 18h30, ici dans ce bureau de vote du 4e arrondissement de Lyon, sur le plateau de la Croix-Rousse. C'est un flot continu d'électeurs là qui arrivent depuis quelques minutes. Il faut savoir qu'ici, les bureaux de vote à Lyon, intramuros, ferment à 20h et non à 19h, comme dans la plupart des autres communes. Ici, nous sommes dans une grande ville. On va donc jusqu'au bout de cette élection et de ce deuxième tour. Et pourtant, il ne faut pas se fier à tous ces électeurs que vous voyez derrière moi, Alain, puisque les chiffres de la participation à 17h sont plutôt en baisse et en très forte baisse dans l'agglomération lyonnaise, dans le département du Rhône, avec environ moins 5 points de participation par rapport au second tour de 2012. Et puis plus on s'éloigne de cette agglomération lyonnaise et plus les chiffres de la participation à 17h sont mauvais ou en tout cas en baisse par rapport à 2012. Les plus mauvais élèves, ce sont les départements de l'Isère et de la Savoie, avec respectivement moins 11 points et moins 9 points de participation par rapport au second tour de 2012. Et pourtant, je vous le disais, on a vu toute la journée avec Thomas Couder, ici dans le 4e arrondissement, mais également dans le 6e arrondissement ce matin, un flot continu d'électeurs qui venaient déposer leur petit bulletin dans l'urne. Il faut savoir qu'ici, dans le 4e arrondissement de Lyon, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête, alors que plus globalement, sur la ville de Lyon, c'est Emmanuel Macron, fief macroniste par excellence, avec son plus fidèle soutien, Gérard Collomb, qui était arrivé en tête. À voir si cette baisse de participation va se traduire dans les urnes. À 20h, on aura les chiffres plus précis très tard dans la soirée, puisque comme les bureaux ferment très tard ici, eh bien les chiffres arriveront certainement après minuit ici à Lyon et dans l'agglomération. Donc Gwenaël Vandrestin dans la Cité des Gaules pour BFM TV. Ça vous inquiète ce manque de participation? C'est un mauvais signe pour notre démocratie, Laurent Neumann? Oui, alors en même temps, cette présidentielle, encore une fois, elle est incomparable, donc c'est difficile de la comparer. Même à 2002, on a vu que l'entre-deux-tours de cette présidentielle-là n'était pas le même du tout que celui de 2002. En même temps, il y a toute une série d'électeurs qui ont perdu leur candidat à l'issue du premier tour et qui ne se sont pas retrouvés sans doute dans le casting de ce second tour. Ça peut être une explication. L'autre explication, c'est peut-être aussi sur la tonalité de la campagne. Peut-être que cette fin de campagne un peu poussive, sans doute un peu agressive, a sans doute rebuté un certain nombre de gens. En tout cas, encore une fois, il ne faut pas comparer ces chiffres-là à 2002 parce que cette campagne, encore une fois, elle ne ressemble à aucune autre campagne précédente. Et on l'a vu, cette fin de campagne, bien sûr, sur BFM TV, chaîne présidentielle, avec à 20h l'estimation. Et nous saurons à ce moment-là, à 20h, qui devient président de la République, qui succède à François Hollande, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Restez avec nous. Et notre soirée présidentielle est lancée maintenant sur BFM TV. À 20h, nous saurons qui succédera à François Hollande, qui sera le 8e président de la 5e République. 8e président ou 8e présidente. Un chiffre, une indication, l'estimation de la participation à 20h selon l'Institut de sondage Elam, notre partenaire. Nous sommes à 74%, une participation donc en forte baisse. On va prendre la température, le pouls au quartier général de l'un des participants à ce second tour. Il s'agit de Marine Le Pen et c'est Agathe Lambré qui est au quartier général de la candidate soutenue par le Front National ce soir, en attendant que Marine Le Pen quitte ce QG et aille du côté du Chalet du Lac. Agathe.
Oui, la pression monte ici. De nombreux journalistes se sont rassemblés. Ils sont véritablement suspendus à la sortie de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui ne devrait plus tarder à quitter son QG. Il y a des motards notamment qui attendent la candidate pour la suivre dans Paris. Des habitants du quartier, des touristes aussi, des touristes japonais. Notamment Marine Le Pen qui réunissait ici son comité stratégique pour une ultime réunion autour de la table. David Rachin, notamment son directeur de campagne, ou Nicolas Bell, secrétaire général du parti. Un dernier point pour peaufiner le discours qu'elle prononcera ce soir devant ses militants, pour réfléchir aussi à l'après. Quelle stratégie adopter après le second tour? Quelle stratégie adopter en vue des législatives? Voilà, Marine Le Pen qui ne devrait pas tarder à sortir. Je vous le disais, les journalistes sont véritablement suspendus à cette porte du QG qui s'ouvre régulièrement ici. Marine Le Pen qui devrait ensuite prendre la direction de l'Est parisien, direction le Chalet du Lac, près du Bois de Vincennes. C'est là qu'elle organise sa soirée électorale. C'est de là qu'elle prononcera ses premiers mots une fois les résultats officiels publiés. Marine Le Pen qui s'exprimera devant ses militants, devant plus de 500 journalistes accrédités aussi, mais une quinzaine environ de journalistes ont été refusés. Certains médias comme Libération ou les Inrocks notamment ont décidé par solidarité de boycotter cette soirée. Agathe Lambré qui est donc au quartier général de Marine Le Pen pour BFM TV. Et Agathe nous le disait, Marine Le Pen va se déplacer du côté de l'Est parisien au Chalet du Lac, près du Bois de Vincennes. En revanche, Emmanuel Macron lui sera bel et bien en plein cœur de Paris, à l'esplanade du Louvre, où nous retrouvons Mathieu Coache en direct pour BFM TV. Tout est prêt ou quasiment pour accueillir le candidat En Marche ce soir. Qu'il soit président de la République ou pas, il sera sur place. Oui, quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron a décidé de venir ici, sur cette esplanade du Louvre, où effectivement on termine les derniers préparatifs. Il y a eu les tests son tout à l'heure, tests d'écran géant aussi qui serviront à suivre les résultats dès 20h, puisque le public va pouvoir entrer sur cette esplanade à partir de 19h. On attend environ 10 000 personnes sur ce périmètre sécurisé et restreint autour de moi, et peut-être beaucoup plus de monde dans le jardin des Tuileries qui se trouve de l'autre côté. Alors, quand je vous parle de sécurité, évidemment, les choses sont prises très au sérieux ici. Plusieurs fouilles successives pour pouvoir entrer ici et approcher cette scène où Emmanuel Macron a prévu de parler tout à l'heure. Prise de parole qui est prévue, quel que soit le résultat, donc vers 21h30, avec très certainement un discours qui sera court. Mathieu Coache, pardon de vous interrompre, mais priorité au direct, au départ de Marine Le Pen, de son QG parisien, en direction donc de l'Est et du Chalet du Lac. Agathe Lambré, vous êtes dans la cohue pour BFM TV. Alors, je ne sais pas si Agathe nous entend. Exactement, Marine. Si, je vous entends, Marine Le Pen qui vient de sortir et de s'arrêter pour prendre la pause devant des badauds qui voulaient la prendre en photo, mais elle ne s'est pas attardée, elle s'est engouffrée dans sa voiture. Voilà, Marine Le Pen que de nombreux journalistes attendaient depuis 17h maintenant, qui s'apprête à être suivie par des motards qui vont la suivre direction l'Est parisien, là où elle organise sa soirée électorale, au Chalet du Lac, une guinguette de 1500 mètres carrés à l'orée du Bois de Vincennes, une guinguette où elle s'exprimera tout à l'heure une fois les résultats officiels annoncés devant plus de 500 journalistes accrédités, mais il y a eu une quinzaine de journalistes environ refusés, notamment Mediapart ou BuzzFeed. Certains médias comme les Inrocks ou Libération ont décidé donc de boycotter cette soirée par solidarité. Voilà, donc on a assisté en direct au départ de Marine Le Pen, direction donc là nous sommes au cœur de Paris, l'Est parisien, le Bois de Vincennes et le Chalet du Lac, suivi par une noria de motos et de caméras. On retourne à l'esplanade du Louvre, retrouver Mathieu Coache pour BFM TV qui était en train de nous expliquer le dispositif mis en place par l'équipe d'En Marche et d'Emmanuel Macron. Mathieu. Oui, et la teneur, peut-être en tout cas le ton du discours d'Emmanuel Macron tout à l'heure, qui a prévu de faire un discours court, 10 minutes. Alors ça ne veut pas dire qu'il tiendra ce timing. On sait qu'Emmanuel Macron a tendance à faire plus long que prévu, mais son entourage parle de 10 minutes de discours ce soir, un discours très solennel pour montrer la gravité du moment. Un second tour face au Front National, discours qu'il fera, je vous le disais, qu'il soit gagnant ou perdant tout à l'heure à 20h. Emmanuel Macron qui a aussi choisi
d'apparaître seul sur scène pendant cette prise de parole. Son épouse, ses proches le rejoindront peut-être à la fin. Au total, il ne passera pas très longtemps ici sur cette esplanade du Louvre, 45 minutes maximum avant de reprendre le travail à son quartier général. Mathieu Coach, donc à l'esplanade du Louvre pour BFM TV. Et, cette soirée, elle commencera à partir de 20h pour l'un, pour l'une et pour l'autre. En attendant, ce soir, les Français auront le nouveau président, le 8e de la 5e République. Il succédera à François Hollande. Pour la première fois, on a un président d'exercice qui ne s'est pas représenté. Et on évoquait les enjeux ô combien importants, déjà un petit peu tout à l'heure, pour ce nouveau président et les premiers mots qu'il ou elle prononcera ce soir à l'adresse des Français au Hôtel Krief. Campagne complètement inédite, nouveau président qui ne se représente pas, offre politique tout à fait nouvelle et ce soir sans doute discours, quel que soit le vainqueur, d'une grande gravité, d'une grande solennité, car les fractures ont été à découvert, ont été accrues pendant cette campagne d'une très grande violence, notamment entre les deux tours, on l'a bien vu. Donc ce soir, peut-être un camp fera la fête et l'autre pas, mais quand même, cette fête, elle ne sera pas totale. C'est d'abord la gravité, la solennité qui l'emporteront, quel que soit le vainqueur. Parce que les enjeux, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est la lutte pour une Europe qui fonctionne ou pas, selon le désir de chaque candidat. C'est la lutte sur la question de l'identité française, de la sécurité culturelle française, parce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations ces dernières années, sur la laïcité, sur évidemment contre le chômage, fondamentale, essentielle, les réponses données à la crise économique. Donc tout cela est très important et en plus il y aura des rendez-vous internationaux majeurs dans les semaines qui viennent puisque par ailleurs évidemment le front en Syrie, les guerres continuent, les menaces géopolitiques sont extrêmement fortes et le demeurent. Mais je disais à 20h01, c'est une nouvelle campagne électorale qui va commencer, celle des législatives. Mais pour celles et ceux qui nous suivent, qu'on comprenne bien ce qu'il va se passer. Le vainqueur ou la vainqueur ce soir, d'ici les élections législatives 11 et 18 juin, va nommer un Premier ministre, va nommer un gouvernement, va commencer à imprimer son action, on est d'accord, qui bougera ou pas en fonction de la majorité qui sortira des urnes le 18 juin prochain. Hervé Gattegno, on est d'accord là-dessus. Bien sûr, la priorité donc nommer un Premier ministre et un gouvernement dans son entièreté et une équipe qui va servir dans un premier temps à conduire la campagne des législatives. Une campagne, on l'a dit et redit, qui sera encore plus mystérieuse au fond que cette campagne présidentielle. On ne sait pas à l'heure qu'il est quelle sera la configuration de la nouvelle majorité, quel que soit le président ou la présidente qui seront élus ce soir. On ne sait pas quel discours va porter cette campagne législative, quel axe va être choisi par l'un ou l'autre. On sait que Marine Le Pen a annoncé que Nicolas Dupont-Aignan serait son Premier ministre si elle était élue. On ne sait pas comment il pourrait composer une éventuelle majorité derrière cela pour conduire les réformes proposées par Marine Le Pen. On le sait encore moins pour Emmanuel Macron, le jeu des pronostics. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour les Français, on peut très bien, que l'on comprenne, avoir un Premier ministre nommé dans les jours qui viennent, qui ensuite peut sauter et avoir une nouvelle majorité au 18 juin. Dans l'absolu, c'est une éventualité. C'est tout à fait possible. Emmanuel Macron a dit publiquement que son choix de Premier ministre serait le choix d'un Premier ministre qui dure. Donc autrement dit, son pari est de nommer un Premier ministre qui conduise une campagne législative et qui reste en place au lendemain du résultat de ces législatives. Puisque vous me parliez d'Emmanuel Macron, on va aller à son quartier général. Retrouver Jérémy Trottin pour BFM TV, quartier général très entouré par une nuée bien sûr de journalistes et à l'intérieur, Emmanuel Macron, son équipe rapprochée et son épouse que l'on a vu arriver tout à l'heure, Jérémy. Oui, Brigitte Macron qui est arrivée ici au quartier général d'En Marche il y a seulement quelques minutes et qui passera toute la soirée bien évidemment avec son époux Emmanuel Macron. Elle sera notamment à ses côtés tout à l'heure à 20h précisément au moment de la publication officielle des résultats. Et elle ne sera pas seule, il y aura bien sûr toute la famille de Brigitte Macron mais aussi toute la famille d'Emmanuel Macron, un certain nombre de proches également et de collaborateurs pour assister à ce moment tant attendu après cette très longue campagne. Emmanuel Macron
qui ensuite prononcera 2 discours dans la soirée. Le premier ici, une déclaration solennelle, sans lyrisme, nous indique son entourage, une déclaration assez politique qui interviendra vers 20h45 et ce n'est qu'ensuite qu'il se dirigera vers l'esplanade du Louvre et là il prononcera cette fois, en cas de victoire ou en cas de défaite, quoi qu'il arrive, un discours plus profond, plus teinté d'émotion. Et puis ici, comme vous l'avez dit, il y a énormément de Français, de Parisiens qui viennent pour tenter d'obtenir des informations, qui sont particulièrement impatients de savoir désormais le résultat de cette présidentielle. Donc Jérémy Trottin est au QG d'En Marche, QG d'Emmanuel Macron pour BFM TV. On parlait des premiers mots du président ou de la présidente qu'ils devront prononcer ce soir, qu'il devra ou elle devra prononcer. Quel est l'état de la France? Quelles sont les fractures françaises en ce moment, Bernard Sabat? Il y a d'abord une vraie fracture politique. C'est la première fois que nous avons, au soir du premier tour, que nous avons eu 4 formations politiques, 4 candidats qui se tenaient à 5 points, entre 20 et moins de 25%. Ça, c'est la première chose. Ce qui fait d'ailleurs que l'Assemblée nationale, qui d'habitude était très bicolore, avec 2 grands groupes politiques, aura peut-être un visage très différent après les législatives. Et puis, bien sûr, il y a les fractures territoriales. On l'a vu quand on a regardé les résultats par département ou par région. Fracture entre les villes d'un côté, les zones rurales et les zones périurbaines de l'autre, qui se sentent, on le sait, délaissées, oubliées du début de reprise économique ou de la bataille contre la mondialisation. Et puis, il y a aussi une fracture entre la façade atlantique, le sud-ouest, la région Île-de-France, et qui a plutôt voté pour Emmanuel Macron au premier tour, et un quart nord-est, une région sud-est, qui a plutôt voté pour Marine Le Pen. Et toutes ces fractures territoriales, on verra aussi ce soir si le vote du second tour a plutôt réduit ces fractures, si la carte est plus homogène ou si, au contraire, ces fractures se sont renouvelées par le vote du second tour. Bernard Sanès, président de Situelab, qui reste avec nous, bien sûr, c'est notre partenaire ce soir. Les 2 pôles d'attraction de cette soirée électorale, de cette soirée politique, vous les avez ici, à droite. Nous sommes en plein cœur de Paris, c'est l'esplanade du Louvre où Emmanuel Macron viendra parler après 20h, qu'il soit élu ou non. Autre point d'attraction, l'Est parisien, à côté du bois de Vincennes, le Chalet du Lac, où l'on attend Marine Le Pen. Et nous retrouvons Antoine de la Barrère pour BFM TV, Nicolas de la Barrère en direct pour BFM TV, parce qu'on a vu Nicolas, Marine Le Pen quitter son quartier général et elle vient vers vous. Oui, d'ici quelques dizaines de minutes, le temps de traverser Paris. Marine Le Pen devrait donc arriver. En attendant, le service d'ordre du Front National commence à faire rentrer les premiers invités et la presse, les journalistes qui le souhaitent et également les journalistes qui le peuvent, puisqu'on a appris qu'une dizaine de médias avaient été refusés d'entrer, parmi eux Quotidien, Les Jours ou encore Rue 89 ou Mediapart, des médias considérés habituellement comme hostiles par le Front National. Mais le parti explique ses refus par le fait que la salle est trop petite et qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. En tout cas, cette salle dispose d'un restaurant, de terrasse, d'une véranda, de salon. Elle a une capacité de 1400 invités et donc ce sera le lieu de la soirée électorale pour Marine Le Pen et les militants du Front National ce soir, en cas de victoire comme en cas de défaite, même si on imagine évidemment qu'en cas de victoire, la fête débordera bien au-delà de ce bâtiment, dans le bois de Vincennes. Nous sommes ici juste à côté de Saint-Mandé, une commune cossue de l'Est parisien. Donc la sécurité également est en place avec des dizaines de fourgons de CRS dans les rues aux alentours, des barrières un petit peu partout pour canaliser les gens qui arrivent et puis donc ce service de sécurité du Front National qui fait les palpations de rigueur, qui fouille les sacs pour vérifier qu'il n'y a évidemment aucun problème. Les gens commencent donc à arriver. On attend Marine Le Pen d'un moment à l'autre, enfin d'ici quelques dizaines de minutes pour être plus précisément, pour être plus précis, le temps qu'elle arrive. Une soirée électorale qui se terminera de toute façon en privé puisque les journalistes sont censés quitter les lieux à 22h. Nicolas de la Barrère, donc à la soirée des militants de Marine Le Pen du côté du Chalet du Lac, c'est au bois de Vincennes, c'est dans l'Est parisien et lorsque la candidate du Front National arrivera, nous le vivrons bien sûr en direct avec vous. On va revenir en plein cœur de Paris, retrouver Jérémy Brossard qui est toujours à l'esplanade du Louvre, là où on attend Emmanuel Macron ce soir, une fois les résultats annoncés. Et vous avez décidé de faire un pas de côté. Quant à vous, Jérémy Brossard, vous êtes plutôt vers le public et on voit que tout est très encadré au niveau de la sécurité.
Oui, je suis à l'entrée finalement du parc des Tuileries et c'est l'opération évacuation avec Cédric Weber. On va vous montrer ce cordon impressionnant de CRS qui a fait finalement refluer beaucoup plus loin finalement tous les touristes, tous les promeneurs du dimanche, parce qu'il y a encore une heure, même cet après-midi, il y avait ici beaucoup de promeneurs. C'est un lieu évidemment très prisé des touristes, notamment à Paris. Donc la place est nette désormais. Ont été évacués tous ceux qui ne sont pas dûment accrédités ou dûment badgés, parce que à 19h, c'est-à-dire dans quelques minutes maintenant, les premiers supporters d'Emmanuel Macron vont pouvoir arriver. Et rappelons-le, ça a été organisé finalement comme une fan zone digne de l'Euro 2016, avec de rares points d'entrée et d'importants contrôles de sécurité. Il y a notamment des fouilles par les équipes d'En Marche et des fouilles réalisées également par les autorités, par la préfecture de police. Bref, double contrôle des chiens, des mineurs aussi, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'explosifs qui rentrent sur la zone. Rappelons également qu'il y a eu une alerte en début d'après-midi. Pendant environ une heure, la zone a été évacuée, le temps de faire des vérifications. C'était une fausse alerte et tout est revenu à la normale aux alentours de 14h30. Vous voyez derrière moi, la zone est désormais évacuée. Seuls sont présents ceux qui sont accrédités, notamment des journalistes. 2200 journalistes accrédités, donc 40% viennent de l'étranger, de très très nombreux pays. Le monde entier a le regard clairement tourné vers la pyramide du Louvre ce soir, où on attend effectivement Emmanuel Macron qui pourrait passer ici aux alentours de 21h, 21h30. Jérémy Brossard, donc, qui est sur l'esplanade des Tuileries, à côté de la pyramide du Louvre, où se retrouvera une partie du public ce soir. Il est en direct pour BFM TV. Donc on parlait du contexte de cette campagne électorale. Le contexte terroriste, on l'a évoqué. Mais il y a un autre contexte, c'est le contexte de tension extrême, Thierry Arnaud, via les réseaux sociaux, via les débats, où on a senti que l'on exacerbait aussi les craintes et, on peut dire le mot aussi, les haines, Thierry. Oui, tension, violence, brutalité, ça a été effectivement parfaitement symbolisé de ce point de vue à l'occasion du débat de mercredi dernier entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, dont le ton était du jamais vu pour un débat entre deux candidats à l'élection présidentielle à quelques jours du deuxième tour pour ces deux finalistes. Tension sur les réseaux sociaux qui sera effectivement l'une des marques de cette campagne présidentielle de 2017. Tension sur le terrain également. On a vu les deux candidats dans les derniers jours de la campagne, souvenez-vous, pris à partie, un petit peu chahutés, mis en cause, interpellés et avec des scènes un petit peu difficiles pour l'une comme pour l'autre. Ça restera comme un des marqueurs de cette campagne présidentielle de 2017. Et c'est effectivement une façon de nous en dire long, Alain, sans aucun doute, sur l'état de tension qui règne par ailleurs dans le pays. L'une des clés de cette élection, c'est la colère qu'ont exprimé les Français. Regardez ce qui s'est passé au premier tour. On a mis dehors 2 présidents de la République, 3 premiers ministres. On a ramené à 25% les 2 partis qui nous gouvernaient depuis 50 ans. C'est donc une grande violence, une grande brutalité dans ce rejet qu'ont exprimé les Français et qui continuent d'exprimer dans des proportions variables, mais assez nettes tout de même à l'occasion de cet entre-deux tours. Laurent Neumann. Oui, le casting de ce deuxième tour, d'ailleurs, prouve qu'on est politiquement rentré dans une autre histoire, quelque chose de totalement inédit. Et Thierry disait à l'instant l'importance des réseaux sociaux. On a peut-être vécu, en réalité, en France, je dis bien en France, c'était déjà le cas aux États-Unis avant, mais en France, la première e-campagne, où toute une partie de la campagne s'est passée sur les réseaux sociaux, avec un degré de violence dans les mots, dans les images, les rumeurs, les insinuations, qui ont d'une certaine manière... Et ça a continué ce week-end. Et ça a continué jusqu'à la veille de ce deuxième tour, qui ont imprimé en réalité l'ensemble, la tonalité de la campagne et l'image de la campagne. Et c'est peut-être aussi une des explications de cette désaffection. On parlait d'un taux de participation de l'ordre de 74%. On a parlé évidemment des consignes de vote données par un certain nombre d'états-majors politiques, des candidats battus au premier tour. Mais il y a aussi l'image de cette campagne qui a peut-être au fond lassé un certain nombre de gens. En tout cas, on n'avait jamais atteint ce degré-là de violence dans l'affrontement des idées et des personnalités. Et oui, Thierry a raison, le rôle des réseaux sociaux, le rôle d'Internet, la manière dont on s'est servi. Regardez, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, ils ont créé leur mouvement à partir d'Internet. Il s'est passé un nombre de choses, évidemment sur les chaînes d'information continue, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et je crois que ça restera comme une des marques de fabrique de cette campagne présidentielle.
Hervé. On a beaucoup parlé de la disparition du clivage gauche-droite ou de l'extinction de ce clivage. Et ce qu'on a vécu dans cette campagne, c'est l'émergence de nouveaux clivages et même parfois des fractures. On a vu des fractures géographiques, des fractures sociales, des fractures politiques nouvelles. On les a particulièrement vues dans les résultats du premier tour. On les a beaucoup vues dans cette campagne aussi. Beaucoup d'antagonisme, beaucoup de violence. Laurent le disait, des propos inhabituellement durs, abrupts, parfois injurieux entre les équipes des candidats. Alors bien sûr, ça fait partie de la vie, ça fait partie du monde et c'est amplifié par les réseaux sociaux, mais on voit que c'est aussi une nouvelle façon de faire des campagnes électorales, de faire de la politique tout court, et probablement que dans cette élection, il va y avoir les bases d'un système politique nouveau, et on verra notamment dans la capacité ou dans l'incapacité des deux finalistes de ce deuxième tour à adhérer, à agréger à eux de nouvelles voix, à récupérer des reports de voix des électeurs de ceux qui ont été éliminés au premier tour. On verra dans cette capacité ou dans cette incapacité la réponse à cette question, c'est-à-dire est-ce que ces nouveaux clivages-là peuvent être surmontés par la fluidité de l'électorat, autrement dit, des équipes qui s'affrontent très sévèrement et des électeurs qui peut-être s'isolent chacun dans leur couloir, dans leur catégorie, ou alors finissent néanmoins face à des circonstances exceptionnelles, finissent par se déplacer néanmoins et aller trouver de nouveaux candidats qui répondent à leurs questions. Tout ça, c'est un point d'interrogation énorme et c'est un facteur de plus de la recomposition politique à laquelle nous assistons. On a assisté à la décomposition dans une première phase. Je vous rappelle les primaires. Pour nous, vous savez, ce soir, c'est évidemment la fin de l'élection présidentielle, mais il y a eu 2 primaires, il y a eu de nombreux débats à la télévision. Il faut le souligner et le rappeler, la télévision a joué son rôle, a joué un rôle très important. Les débats ont joué avant le premier tour, ça n'était jamais arrivé. La décomposition a été longue, elle a été violente, elle a effectivement mis au tapis, comme disait Thierry, un certain nombre de personnalités. La recomposition a commencé le soir du premier tour avec ces 2 nouvelles offres que sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et elle va se poursuivre ce soir d'une certaine façon. Il y aura un nouveau président ou une nouvelle présidente pour la France, mais ce ne sera qu'une étape de cette recomposition. Elle va se poursuivre pour les élections législatives. Il y a tellement d'interrogations. Est-ce qu'avec cette nouvelle offre politique, c'est la suite de la Ve République, c'est-à-dire une forme d'automatisme dans la majorité qui suit l'élection présidentielle? Ou au contraire, est-ce que ce seront des coalitions? Est-ce que ce seront de nouvelles configurations qui vont régner? Et du coup, peut-être une autre forme de gouvernement. Donc il y a énormément de questions et on a vécu évidemment des moments inédits dont la violence n'a pas épargné, au passage, les journalistes, je tiens à le rappeler. On va retrouver Mathieu Coache à l'Esplanade du Louvre pour BFM TV, parce que l'Esplanade du Louvre, je vous le disais, c'est l'un des points d'attraction ce soir. À partir de 20h, qu'il gagne ou qu'il perde, Emmanuel Macron sera en plein cœur de Paris, à l'endroit le plus visité de la capitale avec la Tour Eiffel. C'est le Louvre, c'est la pyramide, ultra surveillé. Souvenons-nous aussi de la tentative d'attentat qu'il y a eu quelques semaines avec un homme qui avait foncé sur des soldats et qui a été neutralisé, qui a été mortellement neutralisé à cette époque. Et Mathieu Coache, vous êtes sur place pour BFM TV parce qu'on a un dispositif policier important et toute une logistique aussi qui est prête et qui attend Emmanuel Macron, quoi qu'il arrive ce soir au candidat d'En Marche. Oui, vous parliez du dispositif policier, je vous confirme qu'il est très important. D'ailleurs, il y a quelques minutes seulement, les CRS qui étaient autour de l'estrade sur laquelle je me trouve ont trouvé qu'il y avait un peu trop de monde, un peu trop de personnes qui n'étaient pas forcément accréditées ou en tout cas qui n'étaient pas à leur place. Et ils ont décidé de repousser cette centaine, peut-être 200 personnes à l'extérieur du périmètre de sécurité. Cette esplanade du Louvre qui est plutôt en train de se vider à l'heure qu'il est, justement, avec de plus en plus de militaires, de forces de l'ordre qui patrouillent pour s'assurer que le lieu est bien sécurisé. Les contrôles, eux aussi, sont très importants. On passe plusieurs contrôles successifs, c'est-à-dire qu'on se fait fouiller 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec énormément de vérifications, ce qui est normal. D'ailleurs, tout à l'heure, dans la salle de presse, il y a eu une évacuation totale de cette salle de presse. Il y a 2000 journalistes accrédités ce soir parce que un technicien avait laissé des batteries dans un sac à dos, que le chien avait reniflé ces batteries et avait
cru détecter des explosifs, ce qui a donné lieu donc à cette évacuation. Beaucoup de tensions dans ce lieu qui devrait tout de même à un moment se transformer en une grande fête, puisqu'à partir de 21h30, on attendra Emmanuel Macron tout à l'heure pour un discours, qu'il perde ou qu'il gagne. Il y aura aussi peut-être des groupes et c'est certain un DJ pour mettre un peu d'ambiance sur cette esplanade du Louvre. Donc Mathieu Coache qui est ce soir pour BFM TV dans le dispositif d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire au cœur de l'esplanade du Louvre, tandis que le candidat En Marche est toujours à son quartier général dans le 15e arrondissement parisien. Il y est avec son épouse Brigitte, avec sa garde rapprochée et puis bien sûr les proches de Brigitte Macron. On va, puisqu'on évoquait l'importance de cette campagne électorale dans la recomposition du paysage politique, continuer d'en discuter avec vous, Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage Elab. Avant de parler du renouvellement, un mot quand même ce soir sur cette estimation, la participation en forte baisse, c'est ce que vous nous avez donné, hein, la participation à 20h. Il y a des Français qui vont se déplacer, qui vont mettre aussi un bulletin blanc ou un bulletin nul dans l'urne ce soir. Oui, c'est deux choses assez différentes. Mais c'est vrai que quand on totalisera ce soir, d'une part les abstentions, d'autre part les blancs et nuls, on verra une partie de la France qui n'a pas voulu exprimer un choix. Les gens qui votent blanc ou nul sont des gens qui ont fait l'effort de se rendre dans l'isoloir, mais qui n'ont pas voulu exprimer un vote. Au premier tour, il n'était, j'allais dire, que 950 000, ça représentait à peu près 2% des inscrits. Mais on sait qu'au second tour de 2012, il faut s'en souvenir, à l'époque, Marine Le Pen, qui n'était pas présente au second tour, avait plutôt donné une consigne de voter blanc ou nul. Eh bien, ce taux avait dépassé 5% et il y avait eu plus de 2 millions de blancs et nuls. Dans les sondages que nous avons réalisés entre les deux tours, on voyait, on mesurait qu'il y avait une bonne partie de l'électorat, et notamment l'électorat des candidats qui ne se retrouvaient pas au second tour, qui donnait l'intention d'aller déposer un blanc ou un nul. Ce soir, ce sera un indicateur très intéressant, il pourrait être très élevé. Et on regardera bien sûr ensuite les suffrages exprimés, ce qui représentera la force électorale pour chacun des candidats. Bernard Sananès, quant à nous, au cœur du dispositif de BFM TV ce soir, la chaîne présidentielle, nous sommes à maintenant 1h05 du verdict, l'heure de vérité. Qui sera le 8e président de la 5e République ce soir? Président ou présidente? Nous sommes derrière le cortège de Marine Le Pen, en route vers le Chalet du Lac, où elle suivra la soirée électorale. BFM TV, la soirée électorale, la soirée présidentielle, c'est en ce moment même.